Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans le dossier de l'MBC ce mercredi consacré au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Pourquoi nous sommes ici à l'hôtel intercontinental à Balaklava? Eh bien, parce que ce lieu abrite en ce moment une importante réunion de haut niveau internationale sur la gestion des risques de catastrophes naturelles. Et cet événement tombe à pic parce que tout récemment, il y avait la 22e conférence des parties au Maroc sur le climat. Et bien justement, avant d'entrer de plein vif dans le dossier, je vais vous proposer la proclamation de Marrakech sur le changement climatique qui sera suivie éventuellement par un reportage bilan de nos confrères de France 24 sur la COP22. Je vous retrouve juste après. La COP22 ou la 22e conférence des parties sur le climat qui s'est achevée au Maroc le 18 novembre 2016 a débouché sur la proclamation de Marrakech. Cette déclaration signale un changement vers une nouvelle ère d'action en faveur du climat et du développement durable. Elle précise que notre climat se réchauffe à un rythme alarmant et nous avons le devoir urgent de répondre. On se réjouit de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris ratifié à ce jour par 111 pays, dont Maurice, en vue de limiter la montée de la température globale à moins de 2 degrés Celsius. La COP22 constate un élan extraordinaire en matière de lutte contre les changements climatiques partout dans le monde et appelle par ailleurs à un engagement politique des plus fermes dans ce combat. Une forte solidarité avec les pays vulnérables a été envisagée tout en appelant les parties à renforcer les efforts pour éradiquer la pauvreté et assurer la sécurité alimentaire. La coopération est primordiale dans cette lutte et les pays développés ont réaffirmé leur objectif de mobiliser 100 milliards de dollars pour aider les pays en voie de développement face au changement climatique. Les acteurs non étatiques ont été invités à se joindre à cet élan mondial. En guise de conclusion, cette proclamation stipule que la conférence de Marrakech marque un point d'inflexion dans son engagement pour rassembler la communauté internationale afin de relever un des plus grands défis de notre temps, soit le changement climatique. À Marrakech, l'élection de Donald Trump était dans tous les esprits. Va-t-il faire sortir les États-Unis de l'accord de Paris? Va-t-il tenir ses engagements financiers? Des questions, pour l'instant, sans réponse. Climato-sceptique convaincu, le président américain élu avait, pendant sa campagne, qualifié le changement climatique de canular. Le message de la COP au nouveau président américain est tout simplement de dire nous comptons sur votre pragmatisme et votre esprit d'engagement. Les 190 négociateurs présents lors de cette COP22 sont restés sur leur faim. Au terme de ces 11 jours de discussion, pas d'avancée majeure, mais des négociations qui se poursuivent notamment sur les financements, un sujet sensible. Comment s'assurer par exemple que les 100 milliards de dollars annuels promis aux pays en développement seront bien décaissés en 2020? Malgré la lenteur des progrès, le président de la COP22 affiche son optimisme. Je pense que les choses avancent bien. Et il y a la mobilisation de l'ensemble des acteurs financiers. Nous ne parlons plus aujourd'hui de milliards de dollars, mais de trillions de dollars. Au rayon des bonnes nouvelles de cette COP22, la ratification de l'accord de Paris par plusieurs nations, dont le Royaume-Uni. Ils sont désormais 111 pays dans ce cas. Autre point positif, l'adoption de la proclamation de Marrakech. Un texte qui appelle à augmenter le montant, les versements et l'accès au financement pour des projets climatiques. La prochaine conférence de l'ONU sur le climat sera organisée par les Fidji. L'archipel du Pacifique étant dans l'incapacité logistique de l'accueillir, la COP23 se déroulera à Bonn, en Allemagne. Hausse des températures et de la concentration en dioxyde de carbone, montée des eaux, l'effondrement des glaces, les principaux indicateurs du réchauffement planétaire ont atteint un point très alarmant, selon la conférence des parties sur le climat. C'est le ministre de l'Environnement, Alain Wong, qui a dirigé la délégation mauricienne à Marrakech, au Maroc, pour la COP22. À son retour dans l'île, il a procédé le 22 novembre à Balaklava à l'ouverture officielle de la 6e réunion de la plateforme régionale africaine sur la réduction des risques de catastrophes, qui est étroitement liée au phénomène de changement climatique. Nous l'avons sollicité pour faire le point sur la COP22.
Alain Wong, semaine dernière, aussi dans Marrakech pour la COP22. Comment finit passe ma délibération? Nous finissons plusieurs rencontres entre la séance plénière, bilatérale, comme on appelle dit, avec plusieurs pays, qui nous finissent montrer nous l'intention qui nous peut faire dans Maurice et comment je connais, il y a un fonds d'argent qui fait mettre à la disposition d'un pays qui a besoin de lui, et c'est un pays, surtout un petit pays, qui subit les conséquences de ce changement climatique, qui ne pas créer. C'est un grand pays qui crée plus ce changement climatique-là, ça envoie le carbone dans l'atmosphère, et ça retombe dans la tête par ici et nous subit à lui. Donc, nous faisons comprendre à ce pays-là, nous avons plusieurs pays qui donateurs qu'on appelé, et qui nous faisaient comprendre comment Maurice bien gagner. Donc, nous espérons, dans certains qui finissent déjà signifier cette intention, qui peut donner nous un fonds, qui a plusieurs fonds qui peuvent mettre à la disposition de Maurice, qui représentent quand même, conséquence, c'est plusieurs millions de dollars. Aller à la COP22, c'est important de représenter Maurice, important de montrer ce que Maurice peut faire et qui nous l'intention de faire et qui nous volonté qui nous a amené pour capable de combattre, amener la résilience au changement climatique. Et là, Alain Wong, un petit État insulé en développement comme Maurice, nous bien vulnérables face à un changement climatique, à un risque de catastrophe. Comment Maurice peut préparer pour faire face au changement climatique et à une catastrophe naturelle? Ben, la question tombe à point. Comment vous trouvez à Maurice? Nous organisons le comité de l'Afrique pour le Disaster Risk Reduction. Et nous fonds, c'est donc les Nations Unies qui finissent payer pour capable organiser ça dans Maurice. Alors, ce n'est pas l'État mauricien qui peut dépenser ça à ça, c'est déjà quelque chose de bien, qui vient faire les Mauriciens comprendre. C'est les Nations Unies qui peuvent payer ça. Alors, Maurice aussi, nous avons une grande partie de partage de connaissances. Parce que les Mauriciens, nous, déjà, depuis des années, depuis des décennies, nous subissons un cyclone. Et à côté de Mauriciens, à chaque fois venir, nous connaissons les mesures qu'il nous prend. Nous avons amené pour une décision prise que le gouvernement fait une décision, comment dire, une policy. Et c'est ça qui nous peut faire le preparedness. Donc, nous avons l'obligation pour faire certaines actions que le gouvernement peut amener. Cette conférence internationale à Balaklava est aussi la 5e réunion de haut niveau pour renforcer les capacités de résilience face au dérèglement climatique et aux catastrophes naturelles en Afrique. Elle dure du 22 au 25 novembre avec des délégués venant de plusieurs pays. Cet événement est pris en charge par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, le UNISDR. Les discussions portent surtout sur la mise en œuvre du cadre de Sendai en Afrique. Ce plan, adopté à Sendai au Japon en 2015, fixe 7 objectifs mesurables à atteindre d'ici à 2030 pour réduire les risques de catastrophes. La MBC a eu l'occasion d'en discuter avec Robert Glazer, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à cette conférence à Maurice. You are here to talk about disaster risk reduction. Can we know about the situation in the world about climate change and disaster risk reduction? Well, there's a very close risk and connection between disaster risk reduction and climate change. We've seen that over the last couple of decades, something like more than 50% of major disasters have been weather and climate related, exactly the ones that are increasing in frequency and severity as a result of climate change. So there's a very close connection between climate change, extreme heat, drought, extreme flooding, coastal surges, all of these impacts that of course affect Mauritius as well. And in this context, can you explain to us how badly Africa is affected by climate change and disaster risk? Well, Africa has something like half of the most exposed cities in the world are African cities. So the risks are enormous. You know, we have something like 70 million people right now facing drought and food insecurity as a result of the El Nino in Africa. That's a huge number of people. And there's a very direct link between food insecurity and drought and climate change. As climate change intensifies, we'll see more and more of this. Africa already, over 50% of the land is vulnerable to drought and desertification, so the impacts are enormous. And a recent framework in the picture is the Sendai framework. Can you explain
to us the significance of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction? Well, the Sendai Framework is an international agreement that was signed by countries who recognize that the costs of these disasters is going up and the loss of life is enormous, and with climate change the risks are intensifying. So it's an agreement by countries to identify ways they can reduce the risk of disasters, of these hazards. And they range from things like early warning systems, storm shelters, investments, not building hospitals in flood zones or on earthquake faults. So there are a whole variety of measures, and also more importantly, to ensure that new investments are risk-proof, that people can check that they're not investing money that will be wasted because a hospital or a school will collapse or a road will be inundated by a mudslide. And maybe you can tell us about the benefits of the Sendai Framework for Africa. Well, the benefits of the Sendai Framework are enormous if they're implemented, if the agreement is implemented, because Africa, as we've said, is exposed to many hazards, and the difference between exposure to a hazard and a disaster is basically within our control. So if African countries implement the Sendai Framework, if they put in place early warning systems, if they're investing in infrastructure that isn't going to increase risk, as I've said, it will save literally hundreds of millions of dollars, it will save many tens of thousands of lives, and will maybe prepare African countries better to deal with the huge challenges of climate change that lie ahead. And for small island developing states like Mauritius, what can we do to minimize the risk of disasters? Well, one thing Mauritius can do, it's already doing this, is to advocate globally to reduce greenhouse gases, because all of our efforts to improve our resilience to hazards will be much, much more difficult if we don't reduce greenhouse gases and if climate change accelerates. So that's one thing. The second thing it can do is what it's actually doing now. Mauritius is demonstrating continental leadership in Africa in convening this meeting here in Mauritius to talk about disaster risk reduction. So the government should be congratulated for bringing together ministers from all across Africa to discuss this issue and to develop a strategy and an action plan to implement this international agreement to reduce disaster risk. So automatically the final question. You spoke about this particular conference in Mauritius, and what are your personal expectations for this Africa regional platform? Well, I think this meeting will, first of all, issue a Mauritius Declaration, which is a statement of political commitment from the leaders of the countries. It will also endorse an action plan for implementation of the Sendai Framework, which includes very specific steps countries of the region are agreeing to take, ranging from regional level to national level and fundamentally sub-national level, because disasters, it's the local level communities that are affected by these hazards. And so their action combined with national level action and regional action needs to come together. And the action plan that will be endorsed, I'm very optimistic that it will be endorsed at this meeting, will actually mobilize a tremendous amount of activity that will ideally reduce disaster risk. Okay, Robert Glazer, I thank you for this interview. My pleasure. Thank you very much. L'Afrique, selon les experts, demeure très vulnérable aux conséquences du changement climatique et des catastrophes naturelles, surtout des sécheresses. De 2005 à 2015, ce continent a perdu plus de 100 000 vies humaines suite aux catastrophes qui ont également affecté environ 20 millions de personnes par an, sans oublier les pertes économiques colossales. Plusieurs experts africains étaient à Balaklava pour faire le point sur la situation en Afrique. L'Afrique constitue le maillon faible dans toute cette action. Elle est exposée au risque, vit un ensemble de caractéristiques qui lui sont propres, la vulnérabilité, la pauvreté, le manque de moyens. Et aussi bien c'est un pays exposé au risque selon le rapport mondial en 2015, le GAR,
Global Assessment Risk, nous voyons que les plus importants des risques au niveau mondial, on trouve la quantité la plus importante au niveau africain, que ce soit au niveau des individus, que ce soit au niveau des pertes économiques, que ce soit au niveau des pertes dans l'écosystème. Donc, depuis quelques années en arrière, le plan d'action de Hugo en 2005-2015, nous avons constaté une volonté exprimée par les Africains, par l'Union africaine, par le gouvernement africain, par les différents acteurs qui interviennent dans la thématique gestion des catastrophes, que ce soit au niveau officiel, que ce soit au niveau de la recherche scientifique, que ce soit au niveau des jeunes, aussi bien en grosso modo dans tous les acteurs qui sont censés être concernés par la thématique gestion des catastrophes. Et je trouve que cette rencontre au niveau de l'île Maurice, ça nous permettra davantage en tant qu'Africains d'échanger entre nous, de bénéficier des expériences des uns et des autres, aussi bien de l'expérience des îles Maurice. Et ça, c'est dans le but de préparer le sommet mondial qui aura lieu en 2017 au Mexique. Et je pense qu'il y a une volonté accompagnée d'un ensemble de mesures sur tous les niveaux pour réduire davantage les risques de catastrophes dans notre continent africain. Disaster risk research in Africa is a very serious problem. And I come from the International Council for Science, Regional Office for Africa, and we are very much involved in disaster risk research in Africa. We are supporting scientists in Africa to do work in reducing disasters in Africa. That is the reason why I'm here. And I came purposely as part of the Science and Technology Academic Network of Africa called the Peri U. And I came to make a presentation on a project that we have developed. This is the manual for it, called LIRA 2030, and it's supposed to give funding to early career scientists to conduct research, integrated research in disaster risk research in Africa. And what is your assessment of the current situation in Africa? The situation is quite bad. For so many years, there have been attempts to reduce disasters, but they keep multiplying. But I know also that efforts are going on strongly to reduce it, and I think that we'll get there very soon. And according to you as a scientist, what is the major challenge for Africa with respect to disaster risk? I think the major challenge is about funding for active research, because research in any form needs funding. And if you want to go into the community to educate the people about the risks that are posed in whatever they do, we need funding to do that. And we need a lot of funding. We've been looking outside for the funding. It has not been helping. It's time now that we develop our own source of funding from within Africa, which can be used for the benefit of Africa. Many of the countries in the world that is most affected by climate change is in Africa. We've just been told today, out of about 25 most severely affected, about 23 are in Africa. So the situation is very bad for Africa indeed. And moreover, the countries that are most responsible for the production of the gases that lead to climate change are not in Africa, but Africa is the worst affected. And what, according to you, should be done to redress the situation? Well, I think several things should be done. One, there is need for awareness to be created at all levels of government. And at the national level, our government should take the matter very, very seriously indeed, because it is a real problem. At the subnational level, district and regional levels, the authorities there should equally understand the problem very clearly and should put in place strategies to address. At the lowest level, at community level, the people are already being affected. The small rivers are drying, and they should understand, and they should be supported to take measures that will make them be able to adapt and be resilient. Welcome to Mauritius. Thank you. The first question, what was your main message in this conference on climate change? Okay. Thank you so much. We are here at the 6th Africa Regional Platform for Disaster Risk Reduction. And as we know that the issue of
climate change is also closely linked with disaster risk reduction. This meeting really serves three main purposes. First is for the ministers to adopt the revised program of action on the implementation of the African Regional Strategy on Disaster Risk Reduction, which is now being revised in accordance with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, because the Sendai Framework is the global or the continental framework which the whole world is implementing. And next year in Mexico is the next global platform on disaster risk reduction, which every region be expected to report. So at this meeting, we expect, secondly, to adopt a common position for Africa, which will be able to present at the next meeting of the global platform. Third is the declaration of the Mauritius Declaration. We are hopeful that it will be very, very rich and to be able to help in and advancing the work of disaster risk reduction in Africa, which will be in line with the Agenda 2030 of the Sustainable Development Goals and the Africa's Agenda 2063, which we know is the Africa's we want. Thank you. And at the level of the African Union Commission, what, according to you, are the main challenges that Africa is currently facing in the field of disaster risk reduction? Okay. Actually, in Africa, the main disasters we are facing are mainly droughts and floods, as we have seen from the experience of the El Nino, which was experienced in the Southern African region and also in the Great Horn of Africa this year. So it's a major cause for alarm. And we have the policies that are helping us in addressing this. The African heads of state and government have actually adopted the African Regional Strategy on Disaster Risk Reduction, of which we have a program of action. As we know, the last program of action was in line with the Iyogo Framework for Action, which ended 2015. And Sendai Framework for Disaster Risk Reduction was actually adopted last year in March in Sendai, Japan. So now Africa is about, with this, to adopt its own program of action, which would be to implement the Sendai Framework. Thank you. And finally, what, according to you, should African countries do in order to minimize the risk of disaster? Thank you. We need to invest in climate risk preparedness in terms of disaster risk preparedness, early warning system, and also response, so that we are prepared. We just don't have, we have enough climate information. And at the continental level, maybe at this juncture, let me just bring to you that apart from the African Regional Strategy on Disaster Risk Reduction, the heads of state have actually adopted or launched the Climate Development in Africa, which is the CLIMDEF Africa. It's a program which is helping many countries in Africa to address climate change. And it deals with climate information. It deals with also issue of infrastructure, helping some countries in their meteorological and hydrological services, helping them to improve, and then also helping them in terms of developing their policies. So on behalf of the Mauritius Broadcasting Corporation, we thank you for this interview. Thank you so much, and we would like to use this opportunity to thank the government and the people of the Republic of Mauritius for graciously hosting this, and we are also grateful for your hospitality since we arrived. Thank you so much. La République de Maurice demeure une voix importante des pays insulaires en voie de développement sur le dossier du climat. Maurice investit plus de 2% de son produit intérieur brut annuellement, soit environ 8 milliards de roupies, sur des mesures ou projets liés au changement climatique. Le dernier budget national de Maurice comprend plusieurs mesures dans les domaines de l'énergie renouvelable, du transport durable, de l'agriculture raisonnée et de l'économie océanique, entre autres. Les autorités mauriciennes s'attendent à ce que ces mesures contribuent à mitiger l'impact du changement climatique tout en réduisant les risques de désastre. Sur le plan de réaction face aux catastrophes, Maurice est également doté de plusieurs unités d'intervention.
La Mauritius Fire and Rescue Service est également formée pour réagir à toute catastrophe naturelle dans la République de Maurice. Et là, j'ai à côté de moi Devanan Naraya, Senior Station Officer. Donc, Monsieur Naraya, d'abord, ce ne serait pas à cause au niveau de la loi qui finit d'introduire et les fins permettent à Mauritius Fire and Rescue Service pour élargir son intervention. Bon, avec l'introduction du nouveau la loi, les Mauritius Fire and Rescue Act de 2013, qui vient promulguer en 2014, le fire service a évolué. Sorti depuis principalement, nous faisons firefighting. Maintenant, nous élargissons notre plan d'action, nous faisons intervention dans plus beaucoup de cas incidents. Donc, nous mettons l'emphase plus beaucoup. Nous avons 3 phases qui nous travaillent. C'est la préparation, la formation du personnel et les publics. Nous avons l'intervention de l'incident et qui va action nous fait après l'incident. Donc, devant l'intervention avant l'incident, par exemple, dans un cas naturel, un désastre naturel, nous ne pouvons pas empêcher qu'il y ait un désastre arrivé. Seulement, notre rôle, c'est préparer nos effectifs, préparer la population pour faire face à un désastre naturel. Donc, nous formons les personnes pour être capables de faire une action qui peut limiter les dommages à les personnes, à les maisons. Nous avons aussi Rishi Goya, Station Officer, donc peut-être où ce n'est pas à cause de type d'intervention de Mauritius Fire and Rescue Service. Pour trouver climatique qui peut changer, nous également avons l'appel maintenant pour une inondation. Récemment, nous avons une inondation qui a pérébé un peu dans l'est et un peu dans les nord partout. La pompier qui intervenir un peu partout. Et peut-être à ce point-là, vous pouvez expliquer-nous comment les pompiers sont équipés pour faire face à une telle situation. Définitivement. Et là, nous nous équipons avec nos la pompe, avec nos machines, avec nos personnel qui nous est là. Alors, ça est éparpillé à travers Maurice, à travers 10 stations qui nous est là. Et là, tout dépend de l'appel qui nous gagne. Là, nous avons l'équipe qui est toujours stand-by. Là, nous allons nous guetter comment nous sommes capables de venir en aide. Ça va du monde qui est en besoin là. Si jamais le public dans une situation difficile, il paraît qu'il y a un numéro de téléphone qui ne pas sonner pour gagner de l'assistance. Exactement. Nous faisons attention qu'il y a des hotlines. Une hotline, c'est le 115. Le 115, le 115, ça se téléphoner s'il y a un danger immédiat, un danger imminent. Le téléphone sur le 115, le Control Room Fire Service. Nous prenons toute l'information, la nature de cet incident, nous faisons intervention tout de suite. Maintenant, nous avons une deuxième hotline, c'est la ligne pour piste qui est un danger arrivé. C'est le 154. Le 154, c'est un hazard reporting hotline. Avant qu'il y ait un danger arrivé, nous informons sur le 154. Nous pouvons faire une équipe intervenir pour qu'il empêche ce danger-là, cause de dommages à personne ou à propriété. Donc il y a aussi la Special Mobile Force qui est formée pour réagir à toute catastrophe naturelle dans le pays. Et là, j'ai à côté de moi une équipe de la SMF dirigée par le caporal G.V. Bongalia. Donc, caporal, tu peux expliquer-nous comment la SMF est prête pour réagir à n'importe quelle situation de catastrophe dans le pays? D'abord, il est bon nous dire que la SMF, c'est une partie intégrante de la force policière à Maurice, c'était paramilitaire. Nous là depuis 1960, nous pourrions agir en temps de catastrophe naturelle. Quand nous disons catastrophe naturelle, nous veut dire nous avons répansion de l'huile, nous avons un cyclone, un tree cutting, et nous avons un flash flood, inondation, et d'autres activités, même un accident. Et même tout récemment, nous avons un échafaudage, un bâtiment qui collapse. Et là, la SMF a appelé à intervenir. Bien sûr, nous régissons sous instruction de PIOR, c'est le commissaire sous la du commissaire de police. Côté la SMF, déploie sur l'équipe sur le terrain, fait un assessment et c'est ensuite de ça apporte sauve une personne ou même sauve une propriété. Voilà, c'est un petit peu nos missions à la SMF. Et nous tenir à, nous avons un notice to move, nous faisons agir dans les 15 minutes de nous l'appel. Comment votre plan de formation a été? Nos plans de formation à la SMF, nous avons un training continu. À chaque semaine, nous avons un training programme qui est établi. Que chaque équipe, il fait une simulation. Simulation, que ce soit accident, que ce soit flooding. Right? Et puis, bien sûr, tous sortes de types, nous avons différentes unités qui ont un entraînement spécifique qu'ils offrent tout au long de la semaine. Nous avons des programmes établis pendant toute une semaine et à chaque semaine d'échanger, chaque compagnie, différentes compagnies, nous agir ainsi. Voilà que là, nous appelons à améliorer nos performances.
Et peut-être un autre point qui nous comprend beaucoup dans les téléspectateurs, c'est pendant la période cyclonique qui peut venir. Beaucoup de monde ne connaissent pas qui est sur mobile phone. Quand une période cyclonique en classe 4 peut coûter, c'est déjà fini mobilisé. Oui, exactement. Aussi le monde comment nous passons à l'alerte numéro 2. La SMF, la police est mobilisée, mais les membres de la SMF déjà bien prêts à réagir. D'ailleurs, quand nous rentrons dans cette période cyclonique-là, nous avons l'équipe qui a, l'équipe qui on call, qui tout de suite finit rappeler pour se prendre l'action nécessaire en cas de nécessité, pendant que les autres peuvent call for duty pour qu'ils soient capables de renforcer aussi et être présents pour rassurer la population mauricienne. Nous avons inspecté là pour la population. Si tu peux expliquer c'est quoi le National Disaster and Risk Reduction Management Center? Bonjour, et comment vous trouvez le nom? Il y a un long nom, National Disaster Risk Reduction and Management Center. En fait, le temps tu peux vous donner un nom à central, tu peux prendre une décision qui nous fait, est-ce que nous pouvons management disaster ou ça nous pouvons management risque associé avec un disaster. Et là, nous finissons trouver qu'à Maurice, c'est un petit pays communauté. Nous ne pouvons pas créer une organisation qui peut réduction de risque et l'autre qui peut gérer les risques des catastrophes. Donc, le centre, les multipurpose, les multi-agency et les multi-mandated. Donc, moi, nous trouvons c'est un centre qui gère les risques des catastrophes qui est associé avec les catastrophes, mais aussi les gère en cas de catastrophe, toutes les ressources, toutes les interventions que nous devons faire pour nous capables de sauver la vie d'une personne. Et justement, quelle est la contribution au centre dans la conférence ces jours-ci? Nous sommes capables de dire que le centre se trouve au ministère de l'Environnement et c'est le ministère de l'Environnement qui prend le devant pour cette initiative-là. Une initiative bien importante parce qu'il peut définir un petit peu roadmap comment Maurice peut positionner et l'Afrique peut positionner en termes d'implémentation de tout les recommandations qu'il faut faire dans le rapport Sendai. Comme nous connaissons, le rapport Sendai, c'est un rapport qui est sorti en 2015 et il peut valider jusqu'à 2030, donc étendu over une période de 15 ans. Et là, Maurice, il peut bien montrer ensemble avec les autres pays de l'Afrique, partage de connaissances pour qu'il nous montre que c'est vrai que l'Afrique est un pays qui est plus affecté avec une catastrophe, vu par sa vulnérabilité qui était, et vu aussi par les autres critères aussi, quelques urbanisation, etc. Et comment nous trouver qui partout dans le monde, il y a The Gateway to Africa is Mauritius. Moi, je pense en termes d'IA aussi, nous sommes capables de passer un message pour dire que voilà, ça, une recommandation que nous pouvons sortir après ça, une semaine de délibération, il peut venir un gateway pour capable amener d'IA pour l'implémentation du SNF Framework en Afrique. Et finalement, on pensait que Maurice nous suffisamment équipé pour gérer la situation? Et comment nous trouver le Disaster Management Center finit setup dans Maurice il y a 3 ans déjà. Nous fait faire l'anniversaire de 3 ans. Et je suis capable de dire qu'en Afrique, nous guettons dans une période de 3 ans. Nous faisons faire un pas géant dans le sens que nous avons un centre qui est opérationnel. Nous avons une loi qui finit traverser cette année-ci, le 1er juillet, finit promulguée. Nous avons différents comités qui finissent mettre au niveau de la localité. Ça veut dire la municipalité et le district council, que même Rodrigue maintenant est dans le processus pour être capable de son propre centre pour lui. Nous pouvons travailler sur un projet déjà qui est en ligne avec le Sendai Framework pour nous capables d'un early warning system pour Maurice, pour nous drafter un policy framework action plan. Donc nous tous nous capables de dire que Maurice est bien parti pour qu'il nous capable une structure de gestion des catastrophes qui est au point et en ligne, nous capables pas envier les autres pays plus avancés que nous en termes de mesures que nous faisons. Et là, j'ai à côté de moi Navin Maradou, qui est le chargé de programme et responsable de la gestion de catastrophes et réduction de risques au niveau de la Croix-Rouge de Maurice. Donc Navin, si vous pouvez nous parler un peu des projets de la Croix-Rouge de Maurice par rapport à la réduction des risques de catastrophes dans l'île. Effectivement. Alors, la Croix-Rouge qui est aussi présente dans la réponse aux catastrophes, mais nous avons pris conscience que de commencer à travailler en amont des catastrophes est aussi bien. Dans le sens, c'est que nous avons constaté que si nous investissons dans la communauté, l'impact des catastrophes naturelles va réduire. Je vais vous citer quelques exemples que nous avons mis en œuvre pendant ces années. Et nous avons vu aussi, c'est que travailler avec la jeunesse, travailler avec les enfants, nous permet d'investir sur les adultes de demain. Et un des projets que nous avons mis en œuvre, c'est d'utiliser le comptage, d'utiliser le storytelling comme médium
pour sensibiliser les jeunes enfants. Nous avons aussi développé des jeux ludiques qu'on a connus d'antan, le fameux jeu Snake and Ladders, que nous avons utilisé le concept afin de changer ce concept à devenir les aléas et les échelles. Alors ce genre d'outils nous permet à sensibiliser les jeunes, que ce soit dans des écoles, que ce soit dans des centres communautaires, que ce soit dans des forums publics, afin que nous ayons une jeunesse qui soit sensibilisée, mais aussi au courant de quoi faire en cas de catastrophe. Selon la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, la PIROA, près de 100 millions de personnes sont exposées au risque de catastrophes naturelles dans le sud-ouest de l'océan Indien. Les pays de la région sont exposés à l'intensité des cyclones, aux inondations, aux sécheresses ou encore aux éruptions volcaniques. La PIROA estime que ces risques ne sont pas une fatalité, mais ils peuvent être gérés et réduits. Pour réagir contre les catastrophes naturelles dans la région, il y a aussi la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien qui comprend, comme vous voyez, le Croissant Rouge comorien, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge malgache, la Croix-Rouge de Maurice, la Croix-Rouge du Mozambique, il y a aussi la Croix-Rouge des Seychelles et finalement la Croix-Rouge tanzanienne. Et là, j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Mathieu Pasquier, qui est le responsable de la réduction des risques de catastrophes au niveau de la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien. Donc Mathieu, si vous pouvez nous expliquer pourquoi cette plateforme. D'accord. Alors pourquoi cette plateforme dans l'océan Indien? L'océan, la zone de l'océan Indien est particulièrement exposée à une série d'aléas naturels, qu'ils soient climatiques ou géologiques. Je pense aux cyclones, aux volcans, à tout ce qui est en lien avec ces aléas. La plateforme d'intervention régionale a été créée en 2000 pour répondre aux catastrophes naturelles dans l'ensemble de la zone. Vous venez de citer les composantes de cette PIROA, auxquelles j'ajoute la Fédération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le CICR. Nous avons développé aussi des partenariats avec la Commission de l'océan Indien pour pouvoir travailler de concert avec les gouvernements de la zone. Actuellement, nous avons 7 entrepôts dans la zone avec du matériel prépositionné dans l'ensemble de la zone. Nous finalisons un projet qui va permettre la réalisation d'un 8e entrepôt à Rodrigue, à Maurice, avec une capacité de déploiement d'équipiers qui sont préalablement formés pour pouvoir répondre aux premiers besoins suite à une catastrophe naturelle et du matériel humanitaire également. Et puis, en amont de ces catastrophes, puisque nous le savons aujourd'hui, la prévention est aussi indispensable, nous intervenons dans les populations, dans les communautés, en partenariat avec aussi les ministères de l'Éducation pour sensibiliser la jeunesse à l'ensemble des risques de catastrophes naturelles, avec l'ambition de pouvoir diffuser dans la zone une culture du risque partagée. Et quand je vois cette liste, ça me fait immédiatement penser à l'importance de la coopération dans la région pour réagir aux catastrophes naturelles. Donc pourquoi c'est aussi important d'avoir une bonne coopération dans la région? Exactement. La coopération est le cœur du programme de la PIROA. Nous avons développé, parce que nous sommes convaincus qu'il faut s'associer avec l'ensemble des composantes gouvernementales, privées mais aussi associatives. La Croix-Rouge a l'habitude de coopérer avec ses sœurs, mais pour renforcer aussi dans la zone cette coopération, nous avons le projet actuel de développer le PIROA Center, un outil, un centre d'innovation, de formation également, pour répondre aux besoins en gestion des catastrophes naturelles et aussi du changement climatique, puisque nous sommes aujourd'hui dans un contexte de changement climatique qui va aggraver la situation vis-à-vis des catastrophes naturelles. Un centre basé dans la zone océan Indien qui va pouvoir renforcer la coopération sur la formation, l'expertise, l'innovation, aussi la nécessité de communiquer tous ensemble. Les défis du changement climatique sont innombrables et donc la coopération internationale est vitale pour faire face au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Donc c'est pourquoi la mobilisation s'organise ici à Balaklava avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.